Jeter le mode d'emploi et perdre certaines de nos meilleures sources d'inspiration, c'est comme balancer par la fenêtre 3,5 milliards d'années de recherche et de développement. On ne fait pas des choses comme ça à la légère, c'est suicidaire. Il s'agit de comprendre comment, au fil de millions d'années, les lois de la physique ont créé un contexte où chimie et biologie agissent en employant un minimum de ressources et d'énergie. La nature est le meilleur ingénieur qui soit. Son immense complexité n'a d'égal que son incroyable fonctionnalité. Mais il nous faut des ingénieurs capables de partir de la biologie pour aller plus loin. L'œuvre géniale créée par la nature est en cours de destruction. Le rythme d'extinction des espèces est aujourd'hui 1000 fois plus rapide que la normale dans l'histoire de l'évolution terrestre. Les espèces en voie d'extinction contiennent peut-être des secrets qui pourraient bénéficier à chacun d'entre nous. Le biomimétisme, la science qui consiste à comprendre l'efficience de la nature et l'art de transformer sa sophistication naturelle en technologie utile pour l'homme, n'en est qu'à ses débuts. Des milliers de scientifiques à travers le monde s'évertuent à décrypter les technologies développées par la nature. Aujourd'hui, Nature Inc. explore le biomimétisme, la rencontre de la nature avec la haute technologie. Cet œil de mouche, conservé dans de l'ambre et datant de 45 millions d'années, permet d'augmenter le rendement des cellules solaires. Cette mouche a 45 millions d'années. La surface de son œil possède une structure qui n'est pas un réflecteur, mais un anti-réflecteur. Nous pouvons fabriquer cela dans un plastique et l'intégrer à la surface des cellules solaires pour permettre à toute la lumière de traverser. Ainsi, nous augmentons de 10% l'énergie disponible pour les cellules solaires. Depuis que le design existe, l'homme s'est inspiré de la nature. Pour la construction, pour l'aéronautique ou même pour l'énergie thermonucléaire. C'est parfois subtil et parfois évident. Mercedes-Benz s'est inspiré de la forme aéronautique du poisson-coffre pour créer un nouveau concept de voiture. Le constructeur a également imité la nature pour rendre cette voiture la plus légère possible, ce qui permet de diminuer sa consommation jusqu'à 4,3 litres pour 100 km. Selon Mercedes, cette voiture est une des plus aérodynamiques du monde. Le microscope électronique a permis de voir les secrets de la nature avec de plus en plus de détails. Willem Bartlott a passé des années à essayer de comprendre comment la feuille de lotus défie en apparence les lois de la physique. C'est merveilleux, c'est un vrai plaisir pour un scientifique. Des millions d'années d'évolution, et le plus spectaculaire est encore à découvrir. Voici une feuille de lotus, un vieux symbole de pureté. Elle a comme une couche de mercure, mais ce n'est pas du mercure. C'est un film d'air qui recouvre la feuille. Donc je pourrais presque dire que la feuille n'est pas sous l'eau. Cela semble évident, je la sors de l'eau et elle est complètement sèche. L'astuce, c'est l'architecture. La structure est composée de cellules recouvertes de nanostructures. Donc l'adhérence est réduite à 0 et la feuille reste sèche. Pensez aux applications possibles. L'exemple n'est peut-être pas très convenable, mais pensez aux toilettes d'un avion. Voici de la colle, une simple colle grand public. C'est absolument incroyable. Parmi les applications commerciales les plus réussies de surface de lotus, il y a les peintures de façade, le même comportement que la feuille de lotus, ou bien les coques de navires. Elles sont comme recouvertes d'une couche d'air. Sur les premiers modèles réduits, presque des petits bateaux, que nous avons testés, nous avons constaté jusqu'à 10% de réduction de la friction. Imaginez à l'échelle mondiale, pensez aux navires porte-conteneurs, aux pétroliers et d'autres encore. Il faut une bonne dose d'imagination pour comprendre les nombreuses fonctions des structures naturelles. Quand vous regardez dans un microscope électronique, vous voyez toutes sortes de structures captivantes et vous voulez vraiment savoir à quoi elles servent.
Il faut être ouvert, prêt à aller dans des directions différentes. Maintenant, nous avons commencé à étudier la répulsion de l'eau par les écailles des ailes de papillon, alors que notre point de départ était optique. Or, dans une société, un designer ne passerait jamais de l'optique à la répulsion de l'eau. C'est pourquoi je crois que la biomimétique a du potentiel. Il a fallu des millions d'années à la nature pour développer l'iridescence des ailes de papillon et seulement 12 ans au fabricant japonais de tissus Teijin pour en percer le secret et commencer à produire des tissus irisés. La technologie est complexe. En théorie, c'est facile, mais ça nous a demandé beaucoup d'efforts. S'inspirant de ces mêmes éclats de couleurs, une autre société, Qualcomm, a mis au point une technologie d'écran plus lumineux. En reproduisant la manière dont les ailes de papillon reflètent la lumière, ils ont réussi à créer des écrans plus lumineux qui utilisent donc très peu d'énergie. J'ai dû convaincre ma femme de me laisser travailler ici, parce que c'est tout ce que nous avions à montrer, et c'est assez difficile d'imaginer le produit final à partir de ces pièces de démonstration. Les systèmes naturels nous fournissent des solutions, mais le plus souvent ce sont des solutions globales. Vous ne pouvez pas simplement remplacer l'une par l'autre. Le problème, c'est que notre réflexion industrielle vise uniquement notre cœur de métier et ses compétences spécifiques. Notre savoir ne correspond qu'à un seul marché. Il faut repenser le système. Si nous sommes prêts, et je pense que grâce à la crise nous le sommes, nous devons repenser notre modèle industriel. Attendons que cette porte s'ouvre. C'est du high-tech. Regardez ceci. À la surface, ce sont tous ces mouvements incroyables que vous voyez. Nous essayons de créer des matériaux intelligents et réactifs. Nous cherchons à les concevoir sur mesure avec des propriétés variables, de sorte qu'ils aient un rendement optique contrôlé. Phil vient juste de m'annoncer que les résultats obtenus tout récemment, nous les avons obtenus par hasard. Ce que je veux vous dire, c'est que la plupart des découvertes, souvent les éléments les plus intéressants, sont trouvés par hasard. Qu'il s'agisse de créer des opales synthétiques ou des matériaux intelligents réactifs par hasard, Johanna Eisenberg aime la vie de laboratoire, mais ce qui la motive le plus, c'est la nature. Ces organismes n'ont pas d'yeux, comme ceux des organismes supérieurs. Ils ont quelque chose de semblable à l'œil composé d'une mouche. C'est un œil différent, un œil constitué de matériaux inorganiques. Nous n'utiliserons pas de calcite, comme les ophures le feraient par exemple. Nous emploierons des matériaux mieux adaptés pour fabriquer des verres de meilleure qualité, mais avec les mêmes principes de design que l'ophure. C'est ainsi que la nature fait les choses. Regardez l'étonnante régularité de cette structure d'échiquier sans défaut. Peut-on concevoir de nouveaux matériaux aussi complexes à partir d'une matière aussi simple comme le verre ? Ceci est en fait une maison de verre des profondeurs. Il y a toujours des crevettes qui vivent dans cette maison. La nature est en fait un architecte. Potentiellement, nous utiliserons ce design avec de l'acier plutôt que du verre, comme le fait la nature. Mais c'est la nature qui nous montrera comment en améliorer le design et créer de meilleures structures. Il n'y a jamais de gaspillage de matière dans la nature. Seul le minimum est employé. Pour nous, cela se traduit par un design d'une efficience imbattable. Pour la nature, la matière est chère et le design bon marché. Et cela va devenir de plus en plus important dans le futur à cause des pénuries de matières premières. Il sera donc de plus en plus intéressant pour nous de nous inspirer de la nature là où elle se révèle particulièrement efficiente. Ce que vous voyez là, c'est la toile de fond d'un amphithéâtre extérieur, mais c'est aussi une usine de dessalement à zéro émission de carbone. L'idée est née de ce scarabée. Il s'agit du scarabée de Namibie qui, à mon avis, est l'un des exemples les plus étonnants pour le biomimétisme. Il est incroyablement ingénieux. C'est une créature qui a évolué de façon à produire sa propre eau douce au milieu du désert. Ce scarabée grimpe au sommet d'une dune, se met en équilibre sur ses pattes avant et semble miraculeusement recueillir les minuscules gouttelettes d'eau contenues dans le vent.
Vous pouvez voir des bosses, rainures ou nervures à peine visibles sur son dos. Elles sont en fait recouvertes d'une microstructure, elle-même couverte de cire. Cela constitue une structure super hydrophobe, tout comme les feuilles de lotus. Cependant, quand nous fabriquons quelque chose d'équivalent, nous n'avons pas besoin de le copier de manière exacte. Le projet Sahara Forest s'inspire de ces idées, mais peut produire bien plus que de l'eau. C'est un modèle pour créer de l'eau douce en grande quantité dans certaines zones les plus arides de la planète, de la nourriture à zéro émission de carbone, de l'énergie renouvelable et pour revégétaliser des zones désertiques. Nous ne copierons peut-être jamais les choses exactement. Nous devons d'abord répertorier ce qui est dans la nature, ensuite il faut réfléchir à la manière de le fabriquer, et enfin penser comment le produire à une échelle industrielle. Le biomimétisme étudie les bénéfices de 3,5 milliards d'années d'évolution. Le monde des affaires peut-il tirer profit de ces nouveaux chercheurs spécialisés dans le biomimétisme? Une fois lancé, je pense que nous verrons des percées importantes dans l'industrie. Peut-être avions-nous besoin d'une crise pour penser de façon novatrice et mettre tout cela en pratique pour obtenir du concret. Non pas parce que cette démarche va sauver le monde, c'est possible, mais d'abord et avant tout parce qu'elle est plus efficace, plus compétitive, et elle consomme moins d'énergie. Elle permet d'avoir un recyclage parfait en permanence de tous les éléments nutritifs. Regardez la soie par exemple, elle est composée d'acides aminés, c'est tout. Voici une araignée australienne. Elle tisse une des plus grandes toiles du monde. Sa toile est incroyablement résistante, c'est ça la clé. La soie obtenue des vers à soie n'est pas aussi solide, mais elle a l'immense avantage d'être produite de manière industrielle, en très grande quantité. Nous produisons quelque chose comme ceci. Ça ne lui ressemble peut-être pas, mais du point de vue moléculaire et matériel, c'est absolument identique. Nous l'avons juste transformé de manière complètement différente. Nous avons copié la méthode de tissage de la soie de l'araignée plutôt que celle du ver à soie. C'est ainsi que nous obtenons les propriétés de notre dispositif de cartilage du genou. Et cette version minéralisée de notre dispositif de cartilage en soie est essentiellement un biomimétisme de l'os humain. Si on combine ces nouveaux matériaux à la fois biocompatibles et hautement performants avec les thérapies cellulaires, cela pourrait produire des valves cardiaques, du matériel de réparation nerveuse et même, en étant beaucoup plus ambitieux, on pourrait développer des organes entiers. Une autre innovation médicale qui pourrait sauver des millions de vies concerne les vaccins et leur protection. Les vaccins perdent facilement leur efficacité s'ils ne sont pas conservés dans une chaîne du froid. La nature a-t-elle déjà trouvé une solution à cela? L'étonnante rose de Jéricho peut pratiquement mourir en temps de sécheresse et revenir à la vie quand il pleut. Pourrait-on conserver l'efficacité des vaccins grâce à un processus similaire? Ces roses de Jéricho sont tout à fait étonnantes. Il suffit de les mettre dans l'eau et du jour au lendemain, elles reviennent à la vie et sont actives et vigoureuses. Ces organismes contiennent une grande quantité d'un sucre que je ne connaissais pas et dont les propriétés permettent de conserver pratiquement n'importe quelle molécule déshydratée. Cela ressemble à ces insectes préhistoriques, piégés dans de l'ambre. Bruce Roser a trouvé un moyen de conserver les vaccins grâce à un enrobage dans du verre de sucre naturel. La rose de Jéricho contient de très grandes quantités du même sucre que nous utilisons dans ce processus industriel. Nous pulvérisons dans cette chambre des milliards de minuscules gouttelettes contenant le vaccin piégé dans du verre approprié pour l'injection. Jusqu'à 70% de tous les vaccins actuels sont perdus, soit en raison de gel ou d'exposition à des températures élevées. Mais les conditionnés sous cette forme, ce problème n'existe plus. Ces vaccins enrobés de verre de sucre peuvent être transportés n'importe où pour être injectés. Cette solution pourrait un jour concerner les vaccins contre la tuberculose, le paludisme ou le VIH. Mais nous aurons toujours besoin d'hôpitaux propres, et bizarrement, la peau de requin pourrait servir de modèle à une nouvelle surface antibactérienne.
Vous remarquerez que dans un sens, c'est lisse, et dans le sens inverse, c'est rugueux, comme du papier de verre. C'est parce que les écailles de requin ont une structure très particulière. Nous utilisons donc simplement cette géométrie de base pour créer notre propre peau de requin par emboutissage. Nous nous servons d'un modèle que nous transférons sur un autre matériau. Ainsi, sur le plan biomédical, les applications que nous visons sont les surfaces hygiéniques, comme les surfaces de contact, celles que les humains touchent beaucoup. J'ai étudié les bactéries cliniques que j'avais à ma disposition ici à l'université. Donc nous en avons examiné quelques-unes. La bactérie Escherichia coli par exemple, elle est très courante. Donc nous l'avons mise en culture. Mais Escherichia coli n'a pas réussi à survivre sur cette surface. Des peaux de requin synthétiques pour coques de navires pourraient permettre d'empêcher naturellement l'accumulation de crustacés et d'algues. Un autre moyen d'éviter l'accumulation d'algues dans les réservoirs d'eau a été développé à partir de spirales présentes partout dans la nature. Ces spirales sont omniprésentes, comme dans les cochlées de nos oreilles, ces spirales logarithmiques qui capturent toute la gamme des harmonies. Les spirales logarithmiques représentent le développement des végétaux, le déplacement des liquides ou le transfert de chaleur. Cependant, personne n'a employé ces géométries pour des applications industrielles. Notre turbine mesure 15 cm de haut et environ 8 cm de diamètre à la pointe, et c'est la même turbine que nous avons utilisée pour des réservoirs jusqu'à 26 000 m3. C'est comme ajouter continuellement de l'énergie à un volant dans un courant de convection naturelle. Il faut très peu d'énergie pour maintenir le mouvement. Nous avons comparé les méthodes employées par la biologie et celles employées par la technologie pour résoudre le même problème. Les 3/4 de nos solutions utilisent de l'énergie. L'énergie est donc nécessaire pour la majorité des solutions à nos problèmes. En observant la nature, on se rend compte que l'énergie est le facteur le moins important. L'énergie n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est l'information. On n'arrive pas à faire les choses aussi bien que la feuille. Notre photosynthèse s'arrête à mi-chemin. Elle produit de l'énergie et imite la feuille, mais est dépourvue de l'intelligence développée pendant 5 millions d'années par la feuille. Une feuille va utiliser la lumière du soleil avec un catalyseur, la chlorophylle, pour extraire les molécules de carbone de l'air et prendre l'hydrogène de l'eau. Elle assemble ensuite ces molécules en sucre de glucides pour permettre à la feuille de se développer. L'étude détaillée de la photosynthèse ne permet pas encore de la comprendre pleinement. Les milliers de personnes qui travaillent dessus partout dans le monde justifient notre petite quantité de travail qui consiste à utiliser ce qu'ils ont appris pour l'appliquer à la photosynthèse artificielle ou pour imiter la photosynthèse. La cellule solaire de Gavin Tulloch utilise un pigment pour remplacer la chlorophylle de la feuille comme catalyseur et une grille métallique en titane pour recueillir les électrons de l'électricité. Dans une feuille, l'électron ne sert qu'à produire de l'électricité. En fait, la feuille termine le cycle complet en utilisant cet électron pour la production chimique. C'est l'avenir, bien sûr. Une lumière illumine l'anode pour faire de l'oxygène et l'hydrogène est fabriqué sur l'électrode de platine, ici. À l'Université d'État de la Pennsylvanie, l'équipe de Tom Mallouk travaille sur une cellule solaire qui pourrait représenter l'avenir. Avec le même pigment catalyseur orange, du platine à la place du titane, mais également l'électrolyse de l'eau pour fabriquer de l'hydrogène. Si vous réussissez à fabriquer de l'hydrogène à partir de la lumière du soleil, alors vous pouvez fabriquer du combustible, des carburants liquides comme l'éthanol par exemple, ou même de l'essence, grâce à des procédés chimiques à partir de l'hydrogène. Plus besoin de pétrole ou de charbon. C'est pourquoi nous devons trouver des moyens d'utiliser l'énergie solaire pour fabriquer le carburant dont nous avons besoin.
La volonté politique est plus forte maintenant, mais il y a encore des problèmes techniques à résoudre et nous devons aussi rendre le processus économiquement compétitif. Ce n'est pas la chose la plus facile à imiter, même une petite partie d'une feuille. Mais si nous n'arrivons pas à comprendre comment ça se passe, nous n'obtiendrons jamais les solutions énergétiques les plus efficientes pour nos produits. Ainsi, nous devons comprendre que dans la nouvelle économie, dans le nouveau modèle économique, il ne s'agit pas seulement d'imiter la nature, mais de remplacer quelque chose par rien. Et ça, c'est fabuleux, car tout d'un coup, vous devenez très compétitif. L'inefficacité est rarement tolérée dans la nature. Et dans la lutte pour la vie, rien n'est jamais gaspillé. Nos innovations peuvent s'inspirer de l'efficience suprême de la nature. Bien que le biomimétisme ne soit encore qu'à ses débuts, les avantages potentiels pour l'humanité sont très prometteurs. Mais le drame, c'est que le capital, c'est-à-dire l'extraordinaire diversité des espèces, est en train de disparaître et rapidement. Les changements climatiques nous inquiètent beaucoup. Voici des variétés de pommes de terre qui ont survécu aux changements à travers les âges. Nous voulons promouvoir la biodiversité. Nous cherchons à développer une valeur ajoutée qui servirait de stimulant pour préserver la biodiversité. Afin d'améliorer nos sources de reproduction, nous devons obtenir des souches en provenance du Pérou. C'est l'héritage inestimable de Mère Nature. Ces agriculteurs des hauts plateaux andins sont les descendants des Incas. Ils utilisent les mêmes méthodes de culture que leurs ancêtres il y a 5 siècles. Ces pentes sont le berceau de la pomme de terre, la 3e culture la plus populaire au monde aujourd'hui. C'est difficile à croire, mais si peu de variétés de pommes de terre sont cultivées dans le monde, les paysans andins, eux, font pousser plus de 3000 variétés différentes. Ils sont les gardiens de la diversité. En préservant les caractéristiques des pommes de terre qui leur ont permis de survivre, ils pourraient bien contribuer à maintenir la productivité mondiale. La plupart des variétés de pommes de terre ont été développées pour s'adapter à des environnements différents. Ces terrasses simulent les nombreux microclimats des hauts plateaux péruviens. Cette stratégie respecte la nature et fournit une récolte d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars par année. L'agriculture industrielle moderne est extrêmement réductrice. Elle exclut toutes les espèces, sauf quelques-unes, adaptées à la monoculture intensive. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que seul 1/10 des cultures qui ont été développées dans le passé sont encore exploitées aujourd'hui. En 2008, les prix des denrées alimentaires dans le monde se sont envolés de 40% en moyenne, provoquant des émeutes et affaiblissant les gouvernements. Nous devons prendre cet avertissement très au sérieux. Nous ne sommes pas prêts à nourrir la population croissante. Aux États-Unis, la famille Obama montre l'exemple en arrachant la pelouse de la Maison-Blanche pour planter des produits biologiques pour la cuisine présidentielle. Il ferait bien de planter le tubercule des Andes qui transforme déjà la vie d'agriculteurs un peu partout. Comme vous pouvez le voir, voici un tubercule de presque 80 cm. C'est une sacrée pomme de terre. Dans cette édition de Nature Inc., nous examinons la pomme de terre. Nous l'éplucherons pour voir tous ses attraits et au cours de notre voyage, des Andes à l'Asie en passant par l'Afrique, nous verrons que la pomme de terre est loin d'être un simple tubercule. Les centres de recherche du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, le CGIAR, travaillent depuis les années 1970 pour protéger un processus de reproduction sélective vieux de 10 000 ans qui a servi à créer les cultures consommées aujourd'hui. Le Centre international de la pomme de terre se trouve à Lima, au Pérou. Nous sommes les gardiens de la plus grande collection de pommes de terre du monde. Alors que certains soutiennent que les aliments génétiquement modifiés sont la réponse à la crise alimentaire, cette banque de gènes est une assurance pour l'humanité. Elle abrite plus de 4000 variétés naturelles de pommes de terre développées par les agriculteurs des Andes.
Chacune a des caractéristiques différentes, telles que la tolérance à la chaleur ou la salinité. Certaines variétés sont adaptées aux courtes périodes de croissance et d'autres résistent mieux aux maladies. Au cours des 10 dernières années, la production de pommes de terre a augmenté à un taux annuel moyen de 4,5% au niveau mondial. Seuls le blé et le maïs ont une place plus importante dans notre alimentation quotidienne. C'est pourquoi la pomme de terre est capitale pour la sécurité alimentaire, même dans certains lieux inattendus comme le Bangladesh. En 2007, le cyclone Sidr a frappé le Bangladesh et a détruit une récolte de riz d'une valeur de 600 millions de dollars. Les prix ont augmenté de 70%. 140 millions de personnes étaient menacées de famine. Heureusement qu'il y avait la pomme de terre. Cette année-là, les agriculteurs du Bangladesh ont produit près de 5 millions de tonnes de pommes de terre, tandis que le riz devait être importé suite aux dommages causés par le cyclone. En 2008, les anciens producteurs de riz ont augmenté leur production de pommes de terre à 8 millions de tonnes. Par rapport au riz cultivé dans ces zones inondables, les agriculteurs constatent que les pommes de terre sont plus nutritives, ont une croissance plus rapide, ont besoin de moins de terre et poussent dans des conditions plus difficiles que n'importe quelle autre grande culture. La pomme de terre contient 4 fois plus de glucides complexes à l'hectare que les céréales. Elle produit des protéines de meilleure qualité que le riz et aussi plusieurs vitamines. Parfois, on peut obtenir jusqu'à 80 kg de cette variété rouge locale. Et avec sa valeur plus élevée, c'est 100 fois mieux pour nous. Les paysans du Bangladesh sont désormais partagés entre une variété rouge locale qui a besoin de moins d'engrais et qui est plus tolérante à la chaleur, et la variété diamant qui offre de meilleurs rendements mais dont les semences doivent être importées d'Europe à grands frais et qui nécessite l'utilisation massive d'engrais et de pesticides. Les défauts de cette variété que nous avons constatés partout au Bangladesh, ce sont premièrement une faible résistance aux nuisibles, et aussi beaucoup de rugosité. Écoutez, vous ne pouvez pas vendre cette pomme de terre au marché, personne ne va l'acheter. L'un des inconvénients, c'est que la demande croissante signifie que les prix des semences de pommes de terre au rendement élevé, développées par les multinationales, ne font qu'augmenter. L'année dernière, j'ai dû pulvériser des pesticides à 4 reprises. Et je connais un agriculteur qui a dû le faire 8 fois. La plupart d'entre nous en étaient à 6, mais nous ne savons pas quand une maladie pourrait frapper. Les variétés importées ne sont pas nécessairement les meilleures pour faire face aux conditions locales. Les experts en pommes de terre encouragent les agriculteurs locaux à utiliser la variété rouge développée par les paysans du Bangladesh eux-mêmes. Cette variété a démontré sa résistance à la sécheresse, au mildiou, et les semences sont moins chères. Donc que faire d'autre? Au Bangladesh, la tendance est de favoriser la pomme de terre par rapport au riz. Le prix du kilo de riz a doublé au cours de la dernière année. Il coûte désormais environ 58 cents, soit presque la moitié du salaire journalier d'un travailleur moyen. Un kilo de pommes de terre vaut environ 10 cents et est beaucoup plus nutritif. Durant la dernière décennie, la consommation de pommes de terre par habitant est passée de 7 à 24 kilos par an. Les céréales fournissent jusqu'à 70% de l'énergie alimentaire dans de nombreux pays d'Asie et d'Afrique. En Chine, la demande croissante de viande nourrie au grain a provoqué une véritable tempête. Comment réduire la dépendance à l'égard des céréales mais satisfaire le désir d'un régime alimentaire similaire aux pays riches? C'est Mao qui, dans les années 1970, a décidé que l'avenir de la Chine serait lié aux tubercules des hauts plateaux péruviens. Pour bien comprendre l'importance de cette décision, nous avons parlé à l'un des principaux scientifiques du pays, le docteur Zhong Jian, l'un des architectes de la politique de l'enfant unique en Chine. Notre population a atteint 1,3 milliard d'habitants et dans les 2 à 3 prochaines décennies, elle passera à 1,5 ou 1,6 milliard puis se stabilisera. Aujourd'hui, la Chine produit 500 millions de tonnes de culture, mais comme nous aurons un déficit de 100 millions de tonnes par année d'ici 30 ans, il revient à la communauté scientifique de trouver une solution. Nous pensons que la pomme de terre fait partie de la réponse.
La Chine est devenue le plus grand producteur et consommateur mondial de pommes de terre en volume. Le riz reste l'aliment de base traditionnel, mais le pays compte plus de 20% de la population mondiale et seulement 7% des terres arables de la planète. De plus, la désertification et l'urbanisation rapide grignotent peu à peu les terres agricoles. Les pommes de terre ont besoin de moins de terre et d'eau, et maintenant la Chine produit 70 millions de tonnes de pommes de terre par année. La consommation annuelle de pommes de terre par habitant a atteint 40 kg, soit 5 fois plus qu'il y a 20 ans. En Chine, l'industrie des chips est en pleine expansion et propose des saveurs locales comme les chips aux algues ou aux concombres. Mais ce n'est pas tout. Le Dr Q a publié un livre de recettes de pommes de terre des 4 coins du pays. Dans la cuisine chinoise, nous avons plus de 300 recettes régionales différentes et la pomme de terre a réellement été intégrée dans la culture alimentaire chinoise. La province du Yunnan était autrefois l'une des régions les plus pauvres de Chine, mais ce n'est plus le cas. Le gouvernement veut que les pommes de terre couvrent la moitié des besoins de production alimentaire de cette région. Le procédé consiste à utiliser des rizières pour planter des pommes de terre quand il fait trop froid pour le riz. Cela permet aux agriculteurs d'exploiter une nouvelle culture. Les pommes de terre sont très importantes pour moi. Chaque année, je gagne plus de 10 000 yuan grâce aux pommes de terre. Les prix sont stables et la récolte sûre. Avant, notre maison était très petite et nous devions tous dormir dans la cuisine. Chaque année, les pommes de terre me permettent de gagner plus d'argent et maintenant, j'ai une belle nouvelle maison. La coopération 88 est l'une des variétés préférées dans le sud de la Chine. Elle a été développée avec l'aide de scientifiques du Centre international de la pomme de terre au Pérou, en utilisant du matériel génétique mis au point par les Incas. La Chine n'a pas de pommes de terre sauvages, donc pas de patrimoine génétique naturel. Afin d'améliorer nos sources de reproduction, nous devons obtenir des souches en provenance du Pérou. C'est l'héritage inestimable de Mère Nature. On se rend compte qu'en préservant la diversité génétique de la pomme de terre, les agriculteurs ont rendu service au monde entier. Avec les méthodes agricoles actuelles et le recours aux céréales, on estime qu'une superficie de la taille de l'Australie sera nécessaire pour nourrir la population croissante de la planète. Et comme il faut toujours plus de terres agricoles, les taux de déforestation en Afrique subsaharienne sont 2 fois plus importants que dans le reste du monde. Mais la pomme de terre pourrait être une solution. Le Kenya est de plus en plus urbain et industrialisé et la demande de chips se développe à un taux de 3,5 à 4% par année. Les chips sont devenus l'un des aliments les plus populaires de Nairobi, une ville qui se développe à un rythme de plus de 5% par année. La demande en produits agricoles pour nourrir ces millions d'habitants supplémentaires est donc de plus en plus forte. Le maïs est la culture favorite au Kenya. Mais les pommes de terre ont besoin de 50% de moins d'eau. Leur maturation ne dure que 3 à 4 mois contre 6 à 7 mois pour le maïs. Mais l'accroissement de la demande a une fois de plus mis la pression sur la fourniture de semences de qualité, achetées à grands frais auprès des semenciers multinationaux et les prix ne font qu'augmenter. Les prix sont trop élevés aujourd'hui, ils sont exorbitants. Les gens n'ont plus les moyens d'en acheter, il n'y a plus de bénéfices. L'Institut de recherche agricole du Kenya, ou KARI, distribue des stocks de semences de pommes de terre. Mais les fermes semencières du gouvernement ne peuvent fournir que 1% des semences nécessaires. Juan Landeo estime qu'il faut faire appel à des laboratoires privés comme celui-ci. Ils utilisent l'aéroponie, un processus de culture dans un environnement aérien de brume nutritive sans utilisation de terre. Avec cette nouvelle technologie, les pommes de terre sont cultivées in vitro, sans besoin de pesticides coûteux, sans utilisation de terre et avec très peu d'eau. Vous pouvez obtenir presque 50 tubercules par plant au lieu des 5 à 10 de manière classique. Vous pouvez également avoir de nombreuses récoltes, donc pas besoin de sol, pas besoin de pesticides, au moins 10 fois plus de tubercules. C'est le point de départ d'une nouvelle industrie semencière. Le rendement moyen des cultivateurs de pommes de terre du Kenya n'atteint que 5 tonnes. Avec une offre abondante de semences bon marché et propres, il pourrait atteindre 30 à 40 tonnes. Plus de nourriture en utilisant moins de terre, cela représente un espoir pour la forêt encore sur pied. L'agriculture moderne utilise 70% de l'approvisionnement en eau douce du monde.
Et dans de nombreux pays, les réserves d'eau diminuent de façon alarmante. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, nourrir une personne au quotidien requiert jusqu'à 5000 litres d'eau. Les pénuries d'eau dans les régions sujettes à la sécheresse, comme l'Inde, peuvent être dévastatrices. Et quelle est l'une des cultures les mieux adaptées pour faire face à la crise? C'est la pomme de terre. L'Inde est déjà devenue une grande puissance dans le domaine de la pomme de terre. En dépit d'être une des régions les plus arides du pays, le Gujarat où se trouve l'ashram du Mahatma Gandhi est aussi l'état de la pomme de terre de l'Inde. En 1990, le Gujarat comptait 2000 hectares de pommes de terre. Maintenant, il y en a 40 000. L'Inde produit désormais 2 fois plus de pommes de terre que les États-Unis. Une augmentation de 650% depuis les années 1970. La croissance du marché intérieur a encouragé les grandes entreprises à s'y installer. Et nul n'est plus grand que McCain, le plus grand producteur de pommes de terre frites dans le monde. Le succès de l'Inde en fait un pays plein d'occasions à saisir et nous n'en sommes encore qu'au tout début. Le secteur de la restauration rapide en Inde croît au rythme spectaculaire de 25% par année. McCain a utilisé la biodiversité de la pomme de terre pour développer la variété parfaite, adaptée à la demande sans cesse croissante des consommateurs dans une zone très aride. La pomme frite parfaite a besoin d'une pomme de terre très particulière, très grosse, très blanche et très riche en amidon. McCain a introduit cette super pomme de terre auprès des cultivateurs indiens. C'est une variété Santana. Je l'utilise pour la préparation des frites. L'intérêt pour un agriculteur dans une région aussi aride que celle-ci est évident. Les pommes de terre produisent plus de nourriture par unité d'eau que toute autre grande culture. Elles consomment jusqu'à 7 fois moins d'eau que les céréales. Quand je parle aux agriculteurs, je leur demande « Voulez-vous doubler vos gains ?» Vous pouvez y arriver avec la pomme de terre. Le danger lié au succès de la pomme de terre en Inde, c'est une trop grande dépendance sur une ou deux variétés stimulées par la demande d'entreprises comme McCain. Mais ça n'est pas une fatalité. Une étude récente portant sur seulement 2 variétés de pommes de terre andines a découvert plus de 2000 gènes différents liés à la sécheresse et aux variations de chaleur. La terre est la principale source de nourriture et de revenus pour une personne sur 2 dans le monde. Les méthodes agricoles modernes profitent aux agriculteurs riches et hautement subventionnés qui peuvent se payer les engrais, les pesticides et les machines. Pour la majorité des petits agriculteurs dans le monde, dont les descendants du peuple qui nous ont donné la pomme de terre, la réalité peut être très différente. Nous avons planté 465 variétés dans ce champ. C'est l'usage ici de les planter ensemble parce que les pommes de terre sont allélopathiques. C'est-à-dire qu'une variété peut être vulnérable aux parasites ou au froid extrême, mais il existe d'autres variétés qui peuvent la protéger ou neutraliser la menace. Je crois que cette sagesse ancestrale est utile aujourd'hui. Sur les hauts plateaux du Pérou, le Centre de la pomme de terre est à l'origine d'une initiative visant à promouvoir les caractéristiques de variétés différentes. Il travaille avec des agriculteurs qui ont su préserver les connaissances ancestrales. Il y a encore des dizaines de nouvelles pommes de terre étranges, colorées et saines à découvrir. Il s'agit de promouvoir la biodiversité. La plupart de ces nouveaux produits transformés au frais nous proviennent d'un large éventail de pommes de terre indigènes. C'est pour inciter les agriculteurs à préserver cette biodiversité dont ils sont les gardiens et qu'ils protègent dans son environnement d'origine. Les pommes de terre indigènes avaient peu de valeur commerciale jusqu'en 2008. Et lorsque la multinationale Frito-Lay a lancé cette nouvelle variété indigène, ces chips colorées et savoureuses ont pris le marché d'assaut. Auparavant, la production atteignait à peine 100 tonnes par année. Maintenant, les acheteurs en demandent 1000 tonnes. Les prix de ces variétés ont triplé, créant ainsi des revenus supplémentaires dans certaines régions les plus pauvres d'Amérique latine.
Nous sommes très contents et plus décidés que jamais à répondre à la demande et à contrôler tous les aspects du processus, de la production des semences jusqu'au marché. La survie de l'homme peut également dépendre de la conservation de variétés indigènes de pommes de terre. En 1845, une maladie de la pomme de terre appelée mildiou a complètement détruit les cultures de pommes de terre de l'Irlande. Pendant des décennies, le pays ne comptait que sur une seule variété de pommes de terre qui ne présentait aucune résistance à la maladie. Il y eut environ 1 million de morts. Aujourd'hui, l'humanité doit faire face aux mêmes vulnérabilités à cause des pratiques agricoles modernes. La richesse présente dans la nature est incroyable. Il existe des milliers de variétés de quinoa et de pommes de terre, mais quand vous allez au supermarché, c'est déprimant parce que vous ne voyez qu'une seule variété de chaque culture. Roberto Valdivia a démontré qu'en utilisant toute la biodiversité des cultures andines existantes, la productivité peut être augmentée de près de 40% par rapport aux pratiques modernes de monoculture. Autour du lac Titicaca, les chercheurs ont recueilli plus de 200 variétés de quinoa et de caniua, deux types de céréales indigènes des Andes riches en protéines. Les camélidés locaux comme les lamas et alpagas sont capables de résister à un climat très rude. C'est en utilisant au mieux la biodiversité que de grands empires sont nés dans ces terres austères et glaciales. Nous devons réfléchir à l'avenir tout en tirant les leçons du passé. Ça ne signifie pas mettre de côté la technologie, mais plutôt l'utiliser conjointement avec toutes les connaissances du passé. Un chaman donne sa bénédiction traditionnelle à notre mère la terre sur les bords du lac Titicaca. Il remercie la nature pour ses cultures riches et variées qui ont permis à ses ancêtres de se nourrir. Cette leçon ancestrale pourrait se révéler vitale face aux défis d'aujourd'hui.